Bonjour et bienvenue. Je suis Mélanie Carter, gestionnaire des comptes ici à EDC et votre animatrice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous discuterons de moyens de relever les défis posés par l'exportation. D'abord, nous découvrirons les défis courants rencontrés par les entreprises exportatrices et les façons de les surmonter. Alors, pour notre auditoire francophone, nous offrons une interprétation simultanée disponible à partir de votre écran. Veuillez tout simplement choisir le bouton français qui y apparaît. Alors, pour notre auditoire francophone, nous offrons une traduction simultanée disponible sur votre écran. Veuillez tout simplement choisir le bouton français. Qui est EDC, dites-vous? Eh bien, nous prêtons main forte aux compagnies canadiennes de toute taille à faire partie du commerce international en matière de leur vente de produits et de services. Nous travaillons chaque année aux côtés de 7000 compagnies canadiennes et plus pour les aider à protéger et accroître leur vente à l'échelle internationale. Nous en sommes au dernier webinaire déjà du groupe de 3. Au cas où vous auriez manqué les 2 premiers, ils sont maintenant téléchargeables. Commençons donc. Au côté de discussion aujourd'hui figurent 4 membres qui vous feront part de leurs réflexions et données d'expérience. Permettez-moi de vous les présenter. D'accord. D'abord, accueillons Dominique Bergevin, souscriptrice principale à EDC. Bonjour, participant au téléphone à partir de son bureau à Toronto, nous accueillons Phil Turey, avocat général et directeur Affaires internationales avec MEC. Bienvenue, Phil, des manufacturiers et exportateurs au Canada. Et nous souhaitons la bienvenue à Jeff Keith, à partir du bureau à Toronto, directeur principal des financements du marché ici à EDC. Bonjour, dit-il. Dernier invité, mais non le moindre, à mes côtés en studio, et au téléphone plutôt, bienvenue à Benoît Hubert, président de l'entreprise. Bonjour, merci de m'inviter. Et je tiens à vous accueillir, chers participants. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Nous discuterons aujourd'hui de défis courants tels que vécus au sein d'entreprises, par exemple, identifier et fidéliser les clients à l'échelle internationale, gestion des risques, percer de nouveaux marchés, conformité aux règlements et aux règles à l'international et aussi comment financer la promotion des ventes à l'exportation. Par après, nous vous offrirons une séance foire aux questions, à laquelle vous pourrez poser des questions à nos invités. Alors, prenez des notes si vous avez des questions et posez-nous-les tantôt. Si on commençait avec un des défis les plus importants pour les entreprises exportatrices, c'est-à-dire façon de se trouver des clients et de les fidéliser. Nous allons d'abord ensemble visionner un bref extrait d'une bande vidéo. Il s'agit d'une entrevue que Dominique a menée avec Alan Place, vice-président des ventes et marketing chez QuickSick Inc. Il partagera ses conseils pour trouver des clients et les fidéliser. Alan Place is the Vice President of Sales and Marketing for QuickSilk Inc., a company that makes software to help small and medium-sized businesses build websites. With 25 years of experience in international sales, Alan knows a thing or two about finding new customers. There are many ways of meeting new customers. You can go to a trade show, you can visit a market of interest, you can get a referral. What would you say is the best way to meet a new international customer? As you point out, there are a number of ways of meeting them. One way that I particularly favor is trade shows. It can be an incredibly cost-effective way to be able to meet new customers. In addition, you're able to meet potential partners, alliances, or companies that you may wish to sell your product overseas if you're pursuing an indirect distribution strategy. The important point here is this. You need to work the trade show before you go. If you arrive there with a bag full of trade show trinkets and some business cards, you've largely wasted your time and money. Go to the exhibit website beforehand. Find out who the exhibitors are. Go to their websites and find out if you need to meet them. Are they competitors? Are they potential distributors or customers? And engage with them before you arrive, so that if people do come by your booth and find something of interest, great, that's gravy. But you've got an aggressive meeting schedule set up before your arrival. Very interesting. So once you've landed that new customer, I guess the question then becomes, how do you retain the customer's loyalty and form a long-term, strong relationship with that customer? That's a particularly difficult thing to do over distance. In its most simple terms, mind share is market share. If your customer wakes up every morning thinking your company's name, it will be as a direct result of the fact that, first of all, the product is doing what it was you said it was going to do when they bought it. But more importantly, you need to stay in touch with them. And this is one of the advantages of working with an indirect distribution channel. You can, to some degree, offload the responsibility for not only sales, but also, in some instances, support of the software. Irrespective of whether you sell direct or whether you're going through distribution channel, it's absolutely critical for a company to be in region, to travel in order to meet the customers, not only to make sure that they're satisfied, but also to meet new customers.
You mentioned about selling directly or indirectly. Is there a different approach that one company should take in meeting new customers based on their preferred distribution channel? So I'll answer the question, but as a precursor to it, a company should consider selling directly when the product is expensive, the sales cycle is long, a year or 2 years, where there's going to be ongoing engagement with the manufacturer, where there's customization or training required. You can sell indirectly where the products are relatively inexpensive, the sales cycles are relatively short, and there isn't a great deal of need to engage with the manufacturer. That makes sense. So with that as a basis, if you've decided that you are going to sell indirectly, it's important to be able to engage on an ongoing basis with your distributors in order to be able to not only establish loyalty with them, but also to make sure that the end users, the customers that they're selling to, know that you're providing ongoing support to the distributors. Thank you very much, Alan, for your expertise. Thank you very much indeed. Pleasure to be here. This clip Cet emphasizes extrait souligne l'importance chez les entreprises de visiter les marchés qui les intéressent et par le fait même de nouer des liens personnels solides avec les acteurs de ces marchés. Alors Dominique, on sait, toi et moi, que faire le commerce partout est une affaire risquée. Parlez-nous de certains risques auxquels font face les entreprises exportatrices. Oui, bien, merci Mélanie. Quand vous vendez au Canada ou que vous faites affaire au Canada, vous comprenez, ou bien vous avez compris l'environnement, vous comprenez la loi, les règlements. C'est facile de faire affaire avec ton client ici, mais quand tu vas à l'étranger, c'est plus complexe. Même s'il y a toute une gamme d'occasions à saisir pour faire affaire, c'est important de se rendre compte qu'il y a des risques ici à encourir. C'est pour ça que je veux vous en parler plus en détail. Au début, on peut dire c'est plus difficile de faire une petite visite. Si un incidence de non-paiement, ce n'est pas facile d'y rejoindre, n'est-ce pas? Loin des yeux, loin du cœur. Avec l'entrevue que je viens de faire ici, c'est important, dit-il, d'avoir cette présence personnelle. Ça peut définir si vous décrochez un contrat ou non. Ça peut être une vente de façon directe ou indirecte. Si vous êtes sur le terrain, ça, c'est important de faire pour bien comprendre l'environnement dans lequel vous allez composer, que ce soit l'aspect des lois, l'aspect du marché tel quel. Est-ce que c'est facile pour une compagnie dans un pays à l'étranger de déclarer faillite? Alors, quel genre d'environnement existe? C'est important aussi de connaître son client. Alors, l'environnement, ton client, quels sont leurs antécédents à ce client-là? À savoir comment ils s'occupent de payer leurs factures d'approvisionnement. Il y a toute une gamme de renseignements où c'est disponible, ce genre de renseignements. Aussi, à être capable d'avoir accès à leur jeu d'état financier, c'est important. Comprendre le contexte dans lequel on va composer, ça aussi, ça importe. Ça peut composer avec des changements qui pourraient entrer en ligne de considération, savoir comment vous allez percer ce marché-là. Est-ce qu'il va y avoir un risque à savoir une stratégie particulière dont vous aurez besoin? Autre que ça, quand vous faites affaire à l'échelle internationale, vous allez composer fort probablement avec une autre devise. Ça pourrait être le dollar, la devise euro, la devise du dollar américain. Il faut savoir qu'il y a le risque aussi afférent à la devise étrangère. Ça pourrait vraiment manger une bonne partie du gâteau. Ce genre de dépenses-là imprévues. Des fois, ça peut être un changement de 10 % à votre revenu. C'est-à-dire votre marge bénéficiaire. L'autre réalité, je m'y suis penchée avec beaucoup d'affinité. Comme nous le rappellent quotidiennement les bulletins de nouvelles, on parle de l'environnement géopolitique. Ça pourrait avoir l'air vraiment stable dans un pays, mais d'un jour à l'autre, les choses changent de façon vraiment importante, prenant en ligne de compte que ces facteurs-là pourraient relever de la violence politique, si vous voulez.
un pays peut bien aller d'un mois à l'autre et là, tout à coup, ça peut être une violence politique qui s'y installe, que ce soit une guerre civile. Pensez donc au Moyen-Orient comme exemple. Ça ne fait pas si longtemps que ça que le Moyen-Orient bénéficiait d'une belle stabilité, mais là, les entreprises qui sont allées s'installer là ont investi de leurs propres capitaux pour faire affaire, mais ils ont dû presque abandonner ce marché-là, étant donné que c'est une instabilité trop importante qui s'installe. Quand on parle d'environnement géopolitique, on parle aussi de risques économiques. Disons que vous faites affaire au sein d'un marché et que votre acheteur, fondamentalement, travaille avec la devise du pays, qu'il doit vous payer en devise canadienne, mais que vous acceptez la devise américaine à ce moment-là, si on fait l'expérience de beaucoup de problèmes économiques au sein de votre pays où vous faites affaire, peut-être que votre acheteur veut vous payer, veut s'acquitter de sa facture qu'il vous doit, mais qu'il n'a pas accès à une devise étrangère. Alors, ça, c'est un autre point de vue. Alors, ça se peut que vous allez vouloir vous obtenir une bonne partie de votre argent investi ailleurs au Canada, mais peut-être qu'il y a des lois, des restrictions au sein de certains pays qui vous empêchent de faire le retrait d'un montant supérieur à X montant de dollars, si vous voulez. Alors, il y a un pays où le gouvernement joue un rôle important, à savoir combien d'argent ils vont permettre de sortir des coffrets du pays. Ça peut, par exemple, il y a l'Argentine qui entre en ligne de compte ici. Il y a des décisions qui sont prises, à savoir qui aura droit à obtenir les devises nationales et qui, à l'extérieur, aura le droit d'avoir accès. Alors, si vous voulez investir à l'étranger, vous voulez investir des capitaux là, des biens, ça, c'est très important de comprendre toutes ces perspectives-là. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour relever ces défis-là? Alors, d'abord, il faut savoir comment identifier les risques. Malheureusement, il y a des compagnies, vous savez, qui vont être vraiment passionnées par le fait que le monde des exportations leur offre de nouvelles percées d'affaires, que ça leur parle. Mais il faut aussi prendre en ligne de compte que à titre de réalité, dans ce domaine-là, il y a des risques dont je viens de vous parler. Alors, en identifiant le risque, par exemple, relié à la devise étrangère et des fluctuations dans ce domaine-là, c'est important de même cibler ce risque-là d'emblée, avant même d'établir le prix pour vos services ou vos biens. Alors, si ça vous prend du temps avant de pouvoir en arriver à un contrat de vente qui va se concrétiser, que le paiement va vous être envoyé, ça pourrait facilement avoir 6 mois plus tard. Et maintenant, la valeur de la devise étrangère n'est plus la même, ou la valeur du dollar canadien n'est plus la même dans l'autre pays. Alors, il faut se pencher du côté de la valeur de votre actif sur ce marché étranger. Quel est le montant de vos comptes clients, à savoir quel genre de risque vous encourez? Alors ça ferait partie de la planification de gestion des risques. Il y a une gamme de façons de gérer les risques. Quand on parle de risques politiques, une des façons fondamentales de combler avec ça, c'est être au sein du marché, obtenir le permis requis pour faire affaire au sein de ce marché, que ça vienne du gouvernement local ou national. Des fois, ça peut être des produits, des solutions qui existent, qui vous aident à gérer ça. Quand on parle de la valeur de la devise étrangère, composez avec votre banque, renseignez-vous. Quelles sont les facilités? Il y aurait accès peut-être à couverture de certains contrats et ça vous aiderait à composer au sein d'un écart, au sein des valeurs des devises. On a aussi des solutions EDC pour vous aider à protéger votre investissement. Est-ce que ça peut être assurance contre client? Est-ce que c'est parce que le client ne veut pas payer? Ou ça peut être le fait qu'il y a certaines restrictions entre les pays où ce n'est pas facile de faire affaire. On peut avoir d'autres risques, par exemple, de nature politique,
On fait affaire dans des juridictions étrangères qui veulent investir capital action, si vous voulez, dans des juridictions étrangères. Disons qu'il y a des compagnies qui gèrent un contrat, mais qui veulent gérer la gestion de ce contrat-là. Alors, il y a toute une gamme de solutions à l'EDC. Nous avons toute cette gamme de produits qu'on peut vous offrir une fois que vous aurez établi, fait l'analyse de votre risque à encourir dans... Merci, Dominique, de belles idées. C'est bien apprécié, évidemment. On voit que ça peut nous poser beaucoup de problèmes de se lancer en affaires. Alors, il faut y penser. Alors, à titre de défi, les entreprises se demandent comment percer de nouveaux marchés. Nous avons récemment entretenu une discussion avec Emmanuel Gann, vice-président de l'entreprise Alam Advisory Group, une entreprise mondiale de services conseils stratégiques basée au Canada. Emmanuel nous parle de façon de conquérir de nouveaux marchés ici du Canada et trouver des possibilités de croissance. Regardons ensemble cet extrait. My name is Zenon Wojcichin. I'm with Export Development Canada, and I'm very pleased to be here today with Emmanuel Gann from the Alam Advisory Group to talk about opportunities for Canadian companies to access new markets internationally. Hi, Emmanuel. Welcome Hi. to EDC. Thank you. Which global markets currently present the best opportunities for Canadian companies to expand? Well, the global marketplace is a wide open playing field, so there are many opportunities out there. We at AEG, for example, are very active in markets like Europe, India, Southeast Asia, and the Middle East, but there are many other opportunities. There is no one-size-fits-all approach, no single answer to your question. What is important is to investigate the potential markets, get an idea of the potential of these markets, and have in place a business plan. That's what is the most important. And what are the biggest barriers for Canadian companies to enter new markets? The main barriers they face are in terms of market exchange volatility, the cost of shipping, the logistics involved in doing doing business with overseas markets, the legal requirements, the tax burden, but mainly, I would say the limited capacity to analyze markets and to know what are the opportunities out there, to identify business market opportunities, to understand the target markets and understand the requirements. Shortage of working capital is also often something that is mentioned. Risk aversion. And I would say cultural language barriers, which are also often mentioned as barriers to expand internationally. What type of tools or services are available to help companies and address some of those issues? I would say when it comes to international trade knowledge, understanding other markets, Canadian companies can rely on experienced professionals, people who can help them navigate the risks and opportunities, can help them understand foreign markets, help them understand the local rules, but also the local customs, the business culture, which is very important. It's a very important aspect. Understanding the foreign market you want to target. It can make or break your international ambitions. When it comes to risk aversion, I would say be brave. International expansion is risky. There's always an element of risk, but it can also be extremely rewarding, accelerate your revenue and growth. You need to have an international strategy. You need to have a business plan. Don't jump on a plane, go around the world and expect contracts to fall at your feet. Thank you very much, Emmanuel. Thank I've you. been speaking with Emmanuel Gann of the Alam Advisory Group about opportunities for Canadian companies to access new markets. So let's move on. Alors, si on allait maintenant trouver Phil, qui va nous expliquer plus en détail un des défis qu'a soulevé Emmanuel, c'est-à-dire comprendre le droit et la réglementation en matière de ventes internationales. Alors, Phil, dites-nous, à quel point c'est important que les compagnies comprennent tout le droit et la réglementation si vous voulez vous lancer en affaires de façon internationale? Alors, merci, c'est très important. Et je pense que qu'est-ce que vous avez déjà entendu aujourd'hui
et je me réfère à la vidéo qu'on vient d'entendre, ça vous souligne un peu l'importance de comprendre les règlements, les lois avant de vous aventurer dans un marché étranger. C'est important pour que les entreprises prennent en considération certains sujets. Par exemple, l'étiquetage. Des fois, les compagnies doivent déclarer certaines choses à propos des produits qu'ils vendent sur le marché. Et des fois, ça peut être des exigences en matière de langue qu'on utilise. Des fois, des compagnies qui veulent vendre à l'étranger doivent satisfaire à certaines normes. Par exemple, les étiquetages sur certains produits, si vous vendez à même le groupe en Europe. La propriété intellectuelle aussi, les protections que vous avez dans un pays, la protection que vous avez besoin d'acquérir, ça aussi, ça a beaucoup à faire avec les règlements du marché. Si vous vendez au gouvernement, les lois, les réglementations en ce qui a trait à l'approvisionnement entrent en ligne de compte. Ça dépend beaucoup des règles et règlements d'une juridiction particulière. Ça, c'est un autre ensemble de réglementations et de lois que vous avez besoin d'entendre. Si on parle de professionnels d'affaires qui vont aller travailler ailleurs, il faut comprendre les règlements, la loi qui entre en ligne de compte. Quand vous vendez à l'échelle internationale, vous vendez des services. Et aussi, quel genre de recours vous aurez si les choses s'enveniment. Des fois, on peut avoir un certain recours à titre d'entreprise en ce qui a trait à un acheteur étranger. Ça peut avoir à faire aussi avec un contrat de libre-échange. C'est important que les entreprises comprennent qu'ils ont besoin de communiquer avec les gouvernements locaux, aller voir à leur site web. C'est un bon endroit à commencer, ça. Où commencer? D'habitude, que ce soit le ministère du Commerce ou de Développement international, vous allez voir que chacun des pays a sa propre façon de libeller ça, mais allez voir à même leur site web d'abord, avant même de vous trouver un avocat ici au Canada et un autre avocat dans le pays qui vous intéresse à l'étranger. Ce que je veux vraiment faire, c'est du point de vue juridique. Je sais que vous êtes tous et toutes des gens d'affaires. Assurez-vous de poser les bonnes questions. Vraiment, on finit avec la question principale de ne pas savoir ce à quoi on doit s'adresser, quelles sont les questions qu'on doit poser. Souvent, on ne sait pas quoi poser. Commencez donc par vous poser la question. Est-ce que le produit où vous voulez vous retrouver en vente, posez-vous la question, est-ce que le pays fait partie de l'organisation de commerce à l'échelle internationale? Il y a certains paramètres qui entrent en ligne de compte là. En anglais, c'est WTO. Posez-vous la question à savoir le pays avec lequel vous voulez affaire. Est-ce qu'il fait partie d'un accord de libre-échange? Ça pourrait être l'ALENA ou autre. Vous devriez poser la question à savoir d'où proviennent vos produits. Ça va entrer en ligne de compte quand on va voir les règlements qui affectent le pays d'où proviennent vos produits. Est-ce qu'il y a des limites en ce qui a trait au montant de pièces ou la valeur en dollars des services que vous avez le droit d'exporter? Alors, quand vous parlez de l'agence frontalière ici au Canada, ils ont beaucoup de produits qu'ils peuvent vous offrir à titre de soutien pour la vente de vos produits. Renseignez-vous. Je voulais vous parler un petit peu plus à propos de gérer le risque. Peut-être qu'on devrait passer à la prochaine partie de la présentation. Oui, exactement. Évidemment, la diligence raisonnable, c'est essentiel. C'est un sujet complexe. On pourrait s'éterniser pendant 1 heure sur ce sujet-là. Mais pouvez-vous nous donner quelques conseils à haut niveau à propos des renseignements indispensables pour les entreprises qui veulent s'aventurer à l'étranger? Bon, alors, oui, bien sûr que je vais faire ça. Peu importe
peu importe quelles sont les lois qui gouvernent le pays où vous voulez faire affaire, si vous faites affaire à l'échelle internationale, vous pouvez utiliser ce qui existe déjà aux États-Unis en ce qui a trait au contrat à l'échelle internationale. Il y a certaines choses dont vous devez vous rappeler. Vous devez, au sein de n'importe quel contrat en affaires internationales, il faut avoir des avocats qui s'y connaissent. On a parlé de faire faillite auparavant. Est-ce que l'entreprise avec laquelle vous faites affaire est sujette à la faillite? A-t-elle déjà eu ce genre d'expérience? Et qui sont vos acheteurs à l'échelle internationale? À quel moment est-ce qu'on doit faire le transfert des biens? Et quels sont les prix affichés au contrat et comment bien gérer le paiement des biens? Ça peut être un service ou un bien. Alors, quand vous travaillez avec EDC, c'est très important de garder ça à l'idée. Pensez au contrat à l'échelle internationale. Ce n'est pas couler dans le béton. Il y a plusieurs de choses qui entrent en ligne de compte. Il peut y avoir une augmentation des prix de la part d'un fournisseur. Ça peut être un fournisseur qui représente une entreprise qui a déclaré faillite. Vous devez aussi, au sein du contrat, parler de situations possibles qui pourraient ajouter au risque. Alors, il y a certaines composantes du contrat qui peuvent vous protéger en ce qui est de responsabilité. Si quelque chose n'allait pas bien du côté de votre fournisseur, du côté du livreur, autre chose également. Des fois, on peut attendre la livraison d'un produit. Ça peut poser des questions à savoir, est-ce que l'entreprise qui attend notre produit peut nous poursuivre au tribunal pour avoir manqué à une des clauses du contrat. C'est important de savoir ça à l'échelle canadienne et internationale, comment ça fonctionne. Je ne sais pas, est-ce que je parle trop, dit-il? Est-ce que je devrais continuer? On a beaucoup de temps, dit-on. Il y aura aussi du temps que les gens posent des questions. Alors, on est ici pour les renseignements et on apprécie vos renseignements. Bon, d'accord. Je voulais ajouter quelques points. Je parle de clauses au contrat qui pourraient travailler avec les responsabilités. Une clause d'exemption, par exemple, ça vous exempte de certaines responsabilités pour des choses qui sont hors de votre contrôle. Disons que votre acheteur ne pourra pas effectuer son paiement. Des fois, on peut aussi d'un contrat leur offrir une façon de composer avec ça quand ce n'est pas prévu. On parle du risque afférent aux devises. Des fois, on peut avoir ce risque-là qui entre en ligne de compte au sein d'un contrat. On peut composer avec ce genre de risque de changement à la valeur des devises au sein d'une des clauses de votre contrat. Alors ça, c'est quelque chose qui aiderait beaucoup aux entreprises. Ensuite, de travailler avec EDC et d'autres entreprises qui pourraient vous aider à gérer ce genre de risque des devises. Vous pouvez ajouter ça au sein de votre contrat. Un excellent point. Vous avez mentionné de travailler avec une firme à l'international. Est-ce que vous commencez avec un avocat national? Ou bien si vous allez directement vous trouver un avocat qui travaille dans la juridiction où vous voulez faire affaire? Une autre bonne question. Alors, ça dépend de qui vous êtes, avec qui vous avez travaillé, votre expérience au sein d'exportation. Souvent, les avocats ici au Canada ont déjà des cabinets à l'international. Nous avons travaillé avec des firmes ici au Canada qui sont déjà représentées au sein d'autres marchés. Alors, commencez avec votre avocat local et lui ou elle peut ensuite vous mettre en contact avec d'autres firmes qui travaillent à l'international si sa firme à lui n'a pas déjà un cabinet là. Vous pouvez aussi travailler avec le service des délégués commerciaux. Ils existent ici au Canada partout et ils sont aussi retrouvés à l'échelle internationale. Ils ont des bureaux partout. Alors, il y a une liste disponible du service des délégués commerciaux où ils ont une présence à l'échelle internationale. Ça serait un autre endroit vraiment excellent avec lequel
commencer. Est-ce qu'il y a une autre ressource de laquelle on pourrait obtenir des renseignements sur la conformité au règlement? Oui. D'habitude, les exportateurs vont commencer du côté des États-Unis ou bien au Mexique, l'Union européenne. Alors, les compagnies qui ont l'équivalent de notre agence frontalière. Alors, il y a la protection frontalière. Aux États-Unis, vous pouvez avoir accès à leur site web où ils parlent beaucoup de ce qui se passe de leur côté aux États-Unis et de notre côté au Canada. Où est-ce qu'on trouve ça? Mentionnez donc ça. Là. Où est-ce que c'est? Alors, où est-ce que c'est qu'on trouve ça? www.cbp.gov. Alors, cbp.gov. Ça, c'est pour les États-Unis. Pour l'Union européenne, alors la Commission européenne a un site web pour l'exportation. Vous devriez connaître ce site-là. Ça, vous pouvez aller à exporthelp.euro.eu. Alors ça, c'est un bon point où commencer. Et aussi, avec le MEC, les manufacturiers et exportateurs canadiens, vous pouvez leur offrir beaucoup de conseils et offrir des renseignements, n'est-ce pas? Oui, merci de m'en avoir rappelé. À n'importe quel moment vous avez besoin d'aide, venez nous voir à notre site web de CME en anglais ou MEC en français, manufacturier et exportateur du Canada. En dernier défi, ce serait comment avoir trait au financement. Par exemple, une vente éventuelle pourrait avoir lieu avec un nouveau client, mais l'entreprise ne dispose pas de fonds de roulement suffisants pour assurer l'avance. Ou bien, on aimerait ouvrir un bureau de vente et mettre en place une institution de production à l'étranger. Cependant, on doit trouver le financement pour mener à bien ces produits. Alors, Jeff travaille dans le financement et je vais lui poser à Jeff cette question-là. Comment souvent est-ce que vous entendez parler de ça? Bien, Mélanie, on entend parler de ça tout le temps. Bien sûr que c'est bénéfique de faire affaire à l'international, mais il y a des défis. Du côté du financement, c'en est un. Mais notre système bancaire au Canada est vraiment solide. Mais il y a souvent des endroits dans les affaires où le monde bancaire au Canada n'est pas suffisant. Des fois, les compagnies canadiennes ne peuvent pas absorber les coûts pour faire affaire à l'international. Des fois, les gens veulent augmenter le montant d'argent investi en ce qui a trait l'aspect opérationnel. Des fois, au Canada, on veut s'installer aux États-Unis ou au Mexique pour être sur le site pour composer avec leurs clients. Souvent, les banques au Canada ne sont pas à l'aise de vous fournir de l'argent pour ce genre de choses à l'extérieur du Canada. Quand la banque n'est pas à l'aise pour composer avec vous et qu'au pays, vous n'avez pas le financement, comment est-ce qu'on peut obtenir l'aide? Mais on ne veut pas voir la compagnie ne pas être capable d'avoir sa vente. Parlez au EDC pour vous aider du côté du financement. La première chose à faire, c'est de travailler avec la banque. Nous avons toute une gamme de produits, de garanties qu'on peut offrir à la banque pour garantir le prêt que la banque offrirait à la compagnie. Il y a aussi, à l'échelle opérationnelle, on peut offrir un genre de garantie en ce qui a trait aux coûts afférents aux bons de commande, dépendant de la taille du bon de commande. Il faut aussi s'assurer que ça concorde bien avec ce qui se passe à la banque. Nous, à EDC, on fait ça tout le temps. L'autre façon qu'on peut aider, s'il n'y a pas de garantie qui puisse entrer en ligne de compte, la EDC peut vous aider en matière de contrat à l'étranger. Si la banque ne peut pas vous prêter directement, nous, ce qu'on peut faire, c'est soutenir, vous offrir un support garanti si vous voulez agrandir votre exploitation
à l'étranger. Dominique a déjà parlé aussi des autres choses qu'on offre à ce qui a trait à l'assurance. Des fois, c'est simplement avoir besoin d'avoir accès à un autre financement, un financement additionnel. Disons que vous vendez du côté du Canada et des États-Unis, la banque pourrait être plus à l'aise de offrir un meilleur financement, là. Mais si c'est avec la Chine ou le Mexique, peut-être que votre banque va se sentir un peu moins généreuse. Mais si vous avez une garantie du prêt, bien sûr que là, la banque va se sentir plus à l'aise de vous aider au point de vue financement. Peut-être que vous avez une filiale au sein d'un marché vraiment difficile, mais ça pourrait poser des problèmes à votre banque. Alors, nous avons des solutions pour décompliquer ce genre de situation pour votre banque. On a parlé aussi de garantie en ce qui a trait au compte recevable. Peut-être que vous avez une vente de grande envergure, vous avez besoin d'une garantie de la part de votre banque. Peut-être que la banque va le garantir, mais peut-être que la banque va vouloir avoir une garantie contre vos actifs. Alors, la banque peut avoir sa façon de voir les choses et EDC peut vous offrir autre chose pour s'agencer à ce que la banque vous offre. On peut travailler ensemble. Alors, si l'EDC ne peut pas vous aider tel que vous en avez besoin, ça peut être avec EDC jumelé avec MEC ou bien le SDC. Alors, il y a toute une gamme de défis qu'on peut vous aider à relever. Eh bien, ça semblerait être une bonne solution à toute une gamme de problèmes du point de vue financement et autres. Alors, je vais vous demander où est-ce que c'est qu'on peut s'adresser pour obtenir plus d'aide là-dessus? Oui, il y a plusieurs endroits où aller. Il y a le site web edc.ca. Vous allez voir toute la gamme de solutions. Il y a toute une gamme de solutions. Nous avons des renseignements en ce qui a trait au marché, risques à encourir à l'étranger, à moins que vous ayez déjà un gestionnaire de compte avec EDC. Sinon, renseignez-vous auprès d'EDC à savoir comment vous pouvez obtenir un gestionnaire de compte. Sinon, demandez à votre banque est-ce qu'il compose avec EDC. Demandez à votre banquier s'ils peuvent travailler avec EDC. D'accord. Alors, j'avais dit au début que nous, EDC, avions travaillé auprès de 7000 compagnies et plus. Environ 80 de ces entreprises-là, des 7000 entreprises, étaient des PME. Alors, c'est un montant exorbitant. Alors, c'est un écart qu'on voit à l'échelle du marché exportateur et bien sûr que nous essayons de combler les lacunes. Alors, merci beaucoup, Jeff, de nous avoir aidés. Bien sûr qu'il y a beaucoup de préparation à faire avant de se lancer en affaires, n'est-ce pas? Quels sont les avantages? Si on demandait à Benoît Hubert, le président de PGF Consultant, dites-nous donc à propos de votre compagnie d'abord, Benoît. Bonjour. PGF Consultant a été créé en 88. Nous sommes une petite entreprise à Ottawa. Nous faisons de la gestion de management. Nous exportons des services. Nous aidons avec la planification, développement de politique et aussi aider avec les compétences requises pour leadership, pour être capable de rejoindre ces cibles en management. Pourquoi vous avez commencé l'exportation? Comment vous avez commencé? Je dirais que ça a commencé avec une intuition et la passion de notre ancien propriétaire, le fondateur de PGF. Alors, c'était des idées qu'on lançait ici et là, à savoir comment on pourrait aider à l'échelle internationale à partir des connaissances qu'on avait au Canada. Ici, on parlait de l'industrie de la pêcherie. On a commencé ça au Maroc. Ça, c'était la première expérience internationale il y a déjà 20 ans. Deuxième expérience, c'était en Roumanie, où on a aidé le gouvernement local à la décentralisation. Et ça, c'est un projet qui s'est étendu au sein de 3-5 ans. Nous avions les gens sur les lieux pour l'AGDI,
On a aidé là avec un projet en Irak et on parlait des minorités, comment prendre en considération les minorités au sein du gouvernement. Alors, c'était entretenir des discussions après ma barre sur ce sujet-là. Ensuite, on est arrivé en Afrique centrale et occidentale. On a travaillé avec des organisations régionales, leur aidant à développer leur planification et leur stratégie pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur exploitation pour pouvoir mieux intégrer leur entreprise à l'économie pour aider à la croissance de leur pays. Alors, c'est un long parcours, mais nous sommes vraiment motivés à encourager les experts conseils ici au Canada à pouvoir aider à l'étranger. Diriez-vous que l'exportation aujourd'hui, c'est ça que vous ciblez? C'est absolument une de nos cibles. Ça dépasse de 50 notre chiffre d'affaires depuis les 2 à 3 dernières années. Nous attendons une croissance qui va perdurer également au sein des prochaines années. Quand vous composez au sein de divers marchés étrangers, quel a été le plus grand de vos défis? Qu'est-ce que vous en avez appris? Eh bien, c'est intéressant. Dominique et Jeff l'ont déjà mentionné. C'est le risque géopolitique, de l'environnement géopolitique. On a travaillé au Burkina Faso. On sait qu'au sein des dernières années, il y a eu toute une gamme de fluctuations politiques, mais ça semble se stabiliser. Ça, c'est un risque à encourir. Alors, quand on prend en considération ces risques-là, il faut se situer à savoir quels sont les signes avant-coureurs avant de se lancer à l'étranger et voir s'il y a un risque là, est-ce qu'on est capable de les surmonter. Alors, le deuxième risque qui a été mentionné étant celui des limites auxquelles sont assujetties les banques, étant donné que les membres du cercle banquier ne connaissent pas toujours tous les risques, n'est-ce pas? Et dans chacun des domaines, alors nous avons pu obtenir à la longue une garantie de la part de EDC qui complètement nous a garanti un prêt de la part de notre institution bancaire parce que EDC les a aidés à comprendre. Et aussi, quand on parle de l'envergure du travail, c'est important de comprendre ce qu'un client veut au Canada et d'être capable de les rencontrer, peu importe où il se serait ici, mais quand ton client se trouve à l'autre bout du monde, il faut que vous soyez d'accord avec les dates, les échéanciers pour les produits livrables. Alors, nous assurons qu'on va rencontrer le client avant de signer un contrat. Parce que dans l'industrie des services, vous voulez avoir une idée concrète des attentes du client. Ça, c'est un des défis. En dernier lieu, je dirais toujours que c'est les rapports que vous devez établir, bien comprendre la culture au sein de laquelle vous allez vous trouver et quels sont les éléments un petit peu plus épineux avec lesquels vous devrez composer au sein de cette culture pour établir des bons liens avec les gens avec qui vous allez travailler. C'est bien. Avant d'aller à la période des questions, Benoît, est-ce que tu pourrais nous donner les 3 points importants à savoir pour une compagnie exportatrice avant de se lancer en affaires? D'abord, avoir la patience. Prenez le temps de savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez offrir et pour établir une stratégie de risque, à savoir qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous serez là. Quand on plan du flux de trésorerie, le financement requis et aussi vous penchez de près à savoir comment nouer de bons liens avec les acteurs du marché où vous voulez vous lancer avec votre produit et votre service. Merci, Benoît, d'avoir partagé tes idées claires. On a entendu un bon sommaire de tous les renseignements.
qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous pensez à vous lancer du côté de l'exportation ou que vous êtes déjà là, nous avons toute une gamme de produits pour vous protéger au cas de factures qui ne sont pas payées au sein de garanties avec les banques. Si vous avez des questions, appelez-nous donc au 1-800-229-0575. Si on allait maintenant à la période des questions, tentons de répondre à un nombre maximal de questions dans la mesure du possible. Pour poser votre question, sélectionnez l'onglet Q&A au coin inférieur gauche de votre écran. Allons-y. Alors, première question est pour toi, Benoît. Comment est-ce que tu as établi les meilleurs rapports avec tes clients? Alors, je pense qu'au début, ça a été établi au sein des jours, prendre le temps de rencontrer les clients. Par exemple, on était allé en Afrique. Quand on voulait aller là, c'était très important d'établir des liens avec les personnes avant d'établir les liens commerciaux. Alors, vous rendre disponible, prendre le temps requis pour bien comprendre les enjeux, ne pas simplement aller visiter et retourner, le petit voyage ici, retour, mais prendre le temps d'apprendre quand vous êtes là. Un bon point. Ça s'agence très bien avec les 3 conseils que vous nous aviez donnés, n'est-ce pas? Être patient. Dominique, ça va être pour toi la prochaine. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui devraient nous inquiéter en ce qui a trait à la stabilité géopolitique, de l'environnement géopolitique? Bon, bien, le monde, c'est tellement vaste, à peu près 200 pays. Chacun a son propre profil en ce qui a trait à risque de l'environnement politique. Alors, le risque politique, c'est assez élargi. Ça peut être du côté économique, violence politique, intervention du gouvernement. Si on examine le monde en entier, nous avons à l'EDC ici des professionnels qui donnent un rapport trimestriel sur le risque pays, fondamentalement. Ils ont déjà ces cartes du monde avec les couleurs particulières, à savoir genre de risque. Est-ce que ça pourrait être un risque lié à la valeur de la devise? Vous pouvez regarder ça. Ça peut être coloré en rouge pour quand c'est un risque afférent à la devise. C'est facile de les lire. Si vous regardez du côté de violence politique, ça peut être toute une gamme d'autres pays qui ont la couleur bleue, par exemple, pour violence politique. Alors, si vous voulez gérer ce genre de risque, c'est pour ça que l'EDC se penche de ce côté-là et qu'il vous offre ce genre de rapport. Je vous encourage fortement. Venez nous voir à notre site Web. Trouvez ce rapport trimestriel ou n'importe quelle documentation que nous préparons pour vous aider avec les dangers, risques pays. Phil, pour toi, est-ce que tu as des conseils à savoir ne pas travailler avec des pays qui ne font pas partie de ce qu'on appelle l'organisation WTO? L'organisation de commerce à l'échelle mondiale. Il y a des pays qui me viennent à l'idée, par exemple, disons que vous voulez vous aventurer d'un certain côté, qui ne font pas partie de l'accord WTO. Ça veut dire qu'il y a moins de paramètres qui gouvernent les contrats, par exemple. Si on regarde du côté de préférence de commerce, si c'est un pays avec lequel le Canada a signé un accord de libre-échange, mais que ça ne fait pas partie du WTO, oui, ça pourrait être bien. Mais il ne faut pas éliminer tout simplement les pays qui ne font pas partie de l'entente WTO, mais il faut étudier ça de près. Si vous allez faire affaire avec une entreprise qui est un pays qui ne fait pas partie du WTO, il va falloir vous assurer que ce contrat que vous avez conclu avec ce fournisseur étranger, que c'est coulé dans le béton sans danger. Prenez le temps d'étudier ça de près avec votre avocat ici au Canada ou à l'échelle internationale. Prenez le temps de vous assurer que ces contrats-là sont bien expliqués. Je ne sais pas si ça vous aide. Oui, ça nous aide, bien sûr. Merci.
Si on revenait à Benoît maintenant, quelqu'un qui pose la question à savoir comment tu t'es pris pour trouver tes clients à l'échelle internationale? Merci de la question. Ce que nous avions fait essentiellement, c'est d'identifier l'Afrique de l'Ouest comme étant un endroit où on voulait commencer. On avait établi des partenariats avec des entreprises dans la région. Nous avions travaillé ensemble pour en arriver à établir une liste de clients potentiels. Nous sommes allés à plusieurs reprises dans cette région-là pour parler avec les représentants du gouvernement, du commerce, et nous sommes devenus récipiendaires de leur liste d'entreprises commerciales qui faisaient affaire là ou qui voulaient faire affaire là. Alors, bien sûr qu'on a pris le temps d'aller là, d'être sur place, rencontrer les représentants d'organisations, de gouvernements et leur parler. Donc, vous aviez un plan établi. Ce n'était pas seulement réactif là, comme agissement, c'était proactif. Oui, nous étions proactifs. J'aimerais dire qu'on a tout très bien organisé, que il y avait un plan sans faille. Mais non, il y a toujours endroit pour s'améliorer. Et il aurait fallu se pencher du côté de l'assurance un peu plus, peut-être. Alors, c'est bon d'avoir un plan et qu'on a découvert toute une gamme de choses pour nous soutenir ici avec votre organisation et autres. Merci. Alors, la prochaine question s'adresse à vous, Jeff. Quelqu'un qui pose la question, savoir si on peut avoir de l'assurance seulement pour un contrat ou pour un acheteur, ou est-ce que c'est possible d'avoir l'aide de EDC à nous aider avec la diligence raisonnable auprès des acheteurs en ce qui a trait à la solvabilité? Bien sûr, l'EDC peut vous offrir une assurance pour un client, si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire d'assurer à l'échelle de toute votre entreprise. C'était quoi votre deuxième question? Encore, j'ai oublié, dit-il. C'était à propos de la politique EDC. Est-ce qu'elle est souple ou bien est-ce qu'on peut aider avec les vérifications de solvabilité des acheteurs? Il y a différentes façons qu'on peut faire ça. Alors, on va voir si on peut vous offrir l'assurance. Ça, c'est bien, mais est-ce que vous en avez besoin? Ça, c'est une façon. Renseignez-vous pour savoir si ça existe. D'ailleurs, on a parlé aussi de la logistique, de la politique. Quand vous venez nous voir à l'EDC avec un contrat, vous nous dites le montant et combien vous avez besoin en ce qui est de l'assurance. Et EDC s'occuperait de la diligence raisonnable là-dessus. Et là, on vous reviendrait avec une réponse à savoir, oui, on peut vous assurer jusqu'à une certaine limite ou peut-être une limite moins élevée que celle que vous vouliez. Alors là, vous allez savoir d'emblée avec quoi vous allez travailler. Là, vous allez savoir combien d'argent vous allez pouvoir investir de façon garantie avant de vous lancer du côté d'expédition ou d'achat. Alors, également, on a l'assurance des comptes clients qu'on offre, bien sûr, avec sa politique d'assurance. L'EDC peut vous soutenir avec vos acheteurs. On vous aide avec la diligence raisonnable, mais n'a pas un mécanisme automatique où on va vous permettre d'avoir les renseignements en ce qui a trait à la solvabilité d'une compagnie ou d'un créditeur, un créancier. Il y a d'autres organisations qui existent pour ce but-là. Prochaine question pour Dominique. Dominique, tu as parlé de les fluctuations en ce qui a trait aux devises. Alors, quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on peut se protéger contre les fluctuations en matière de devises? Bien, je pense que Phil a offert de bonnes idées quand il a offert sa discussion, quand il disait qu'il y a des occasions d'inclure ça dans ton contrat et d'avoir une certaine marge de manœuvre avant d'établir ton prix. Ça fonctionnerait. Autrement, vous pouvez miser ou mettre à profit votre banque ou il y a peut-être des compagnies spécialisées qui vous offrent quelque chose de particulier en ce qui a trait couverture de
investissements. Vous pourriez peut-être garantir le montant en dollars canadiens que vous pourriez obtenir compte tenu des fluctuations des devises. Vous avez ça déjà comme option, mais la banque, des fois, va vous demander d'avoir un certain montant de sécurité pour garantir le prêt. Et si vous en avez pas assez dans vos comptes, eh bien, EDC peut vous aider. Alors, comme Phil a fait allusion à ça, Phil peut peut-être ajouter son point de vue, mais pensez-y avant même de négocier ton contrat et de fixer ton prix. Phil, voulais-tu ajouter ton grain de sel? Excusez-moi. Bon, pardon. Oui, définitivement, ça, c'est quelque chose, comme je l'avais mentionné, souvent, les gens vont penser, à titre d'exportateur, on pense de travailler avec une banque, une institution étrangère pour essayer de minimiser les risques en ce qui a trait au prix. Des fois, les gens oublient le fait que vous pouvez ajouter une clause à votre contrat pour vous couvrir, vous, votre fournisseur, qui aura une marge de manœuvre au sein d'un genre de calcul qui existera, surtout quand c'est un client de longue haleine avec lequel vous composez, ou peut-être que le contrat va arriver qu'à changer pour une raison quelconque. C'est important d'inclure ce genre de clause. Disons que le fournisseur était d'accord à travailler avec une entreprise étrangère de façon intérimaire. Au prix négocié aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le même prix qui s'appliquera d'ici 2 ans. Alors, avoir un genre de formule pour faire le calcul de prix qui pourrait changer suite à une composante ou l'autre, ça, c'est important. J'ai une autre question ici qui potentiellement pourrait s'adresser à quiconque veut y répondre. Alors, sentez-vous libre d'y répondre. Alors, le membre de l'auditoire demande, disons que tu fais seulement commencer à te lancer en affaires et tu ne peux pas te permettre financièrement d'avoir une présence physique dans le pays qui t'intéresse. Comment est-ce que tu peux connaître le succès? Phil, est-ce que tu peux répondre à ça? Eh bien oui. L'avantage, je pense, au Canada, de travailler avec tellement de compagnies qui sont dans le même bateau. Si tu ne peux pas te permettre d'être là physiquement dans un marché quelconque à l'étranger, c'est pour ça qu'on a tout le webinaire ici. Ça vous dit que si vous êtes là de façon physique, ça vous montre quel est le marché, ça vous aide à comprendre la culture, de qui vous achetez, à qui vous vendez. Si vous n'avez pas les ressources à dépenser là-dedans, voici ce à quoi vous devriez penser. C'est travailler avec des mandataires, des représentants de vente, des gens qui sont là déjà dans le marché. Ça, c'est différent de travailler avec les distributeurs. Ça, typiquement, ce sont des paiements, certaines formations, mais souvent, eux vont acheter votre produit et le vendre à une tierce partie. Mais quand vous travaillez avec des représentants de vente, souvent, vous allez leur payer une prime, ce qu'on appelle une commission. Alors vraiment, du début, on n'a pas besoin d'avoir un apport financier à investir. Alors ces gens-là pourraient être vos représentants sur le marché. Il faut connaître la personne, leur faire confiance. Aussi, vous voulez bien les former de façon à ce qu'ils peuvent bien parler de votre produit, de votre service, qu'ils les connaissent à fond. Un bon point de départ serait avec le service des délégués commerciaux. Et le EDC, avec ses bureaux à l'échelle internationale, connaissent bien les parties là sur le terrain, qui s'y connaissent bien dans les domaines des différents marchés. Alors, il y a plusieurs personnes dans ces domaines-là qui représentent les compagnies canadiennes, qui comprennent les compagnies canadiennes qui veulent aller à l'exportation. Et rappelez-vous que les gens qui travaillent au service des dérivés commerciaux vont s'assurer qu'ils connaissent votre produit, quels sont vos services, par exemple, qu'est-ce que vous recherchez et comment bien vous faire bénéficier à l'échelle internationale. Alors, Benoît, je vais retourner à vous. Est-ce que vous avez des bureaux à l'échelle internationale? Est-ce que vous avez un siège social à Ottawa seulement? Oui, notre siège social est à Ottawa. J'allais juste dire un point qui est très pertinent. Nous n'avons jamais eu un
bureaux à l'étranger. Mais on a toujours eu des partenaires sur le terrain avec qui nous travaillons. Et bien sûr que c'est important d'avoir ce genre de discussion-là, parce que là, ça peut ajuster votre stratégie. Alors, quand c'est possible, bien sûr que c'est avantageux d'avoir quelqu'un qui soit là sur le terrain pour travailler avec vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à y aller pour voir que les choses se passent comme vous voulez. Mais je pense que si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance, vous pouvez faire ça, mais il y a d'autres façons de le faire aussi, sans être obligé de s'installer physiquement là. Une autre question pour Phil. Est-ce que le M a un livre blanc qui explique à savoir comment établir un contrat ou passer en revue un contrat pour le client. Si ça existe, où est-ce qu'on y va? Non, on n'a pas un livre blanc, mais on a beaucoup de ressources que je peux vous rendre disponibles. On ne passe pas en revue du point de vue légal, quoi que ce soit pour les compagnies. Les membres de notre groupe peuvent vous faire des liens avec d'autres entreprises. Malheureusement, on n'offre pas le service, mais on a de bons clients ici qui s'y connaissent et qui peuvent vous aider à rejoindre les gens qui pourraient travailler avec vous. Alors, cme.mec.ca. Vous pouvez me rejoindre directement. C'est Philippe, avec un L, avec .turi.cme.mec.ca. Merci beaucoup. C'est déjà tout le temps pour l'émission. Cependant, si vous attendez encore pour votre question, communiquez avec nous à info@commercialedc.ca. Je répète, info@commercialedc.ca ou appelez-nous au 1-800-229-0575. Alors, merci à tous nos invités conférenciers aujourd'hui et merci à vous tous, chers participants, d'avoir été des nôtres.